Le sommeil, c'est le monde du cerveau et le cerveau communique énormément avec tous les organes et entre autres avec le tissu adipeux. Donc quelqu'un qui est en surpoids, voire en situation d'obésité, c'est souvent quelqu'un qui ne dort pas bien. Et puis quelqu'un qui dort mal, c'est aussi quelqu'un qui va changer son métabolisme hormonal et son comportement alimentaire. Et donc c'est quelqu'un qui augmente le risque de prise de poids car on sait que le manque de sommeil fait grossir. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver le docteur Laurence Plumet. Comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien, merci. Bon, vous avez le masque à la main, mais vous allez le remettre pour des raisons sanitaires. Tout à fait. Voilà, parce que l'émission est filmée. Exactement, et c'est important de montrer l'exemple et combien il est important de porter ce masque qui nous protège. Et qui protège les autres. Bien sûr, qui nous protège tous collectivement. Ça me protège et je protège les autres également. Alors vous êtes médecin nutritionniste, vous êtes praticien hospitalier dans 2 hôpitaux de la région parisienne, vous êtes professeur de nutrition à l'école de diététique de Paris, vous allez inventer un nouveau métier, on en parlera tout à l'heure, napsothérapeute, vous expliquerez ce que c'est, le 3 en 1, et votre dernier livre en date s'appelle Le monde merveilleux du gras, aux éditions Erol, vraiment un livre formidable si vous voulez tout comprendre, le monde du gras. Mais aujourd'hui, nous allons parler du sommeil et du surpoids. Alors, est-ce qu'on dort mal parce qu'on est gros ou on est gros parce qu'on dort mal ? Les deux sont liés. Parce que le sommeil, c'est le monde du cerveau. Et le cerveau communique énormément avec tous les organes et entre autres avec le tissu adipeux. Donc, quelqu'un qui est en surpoids, voire en situation d'obésité, c'est souvent quelqu'un qui ne dort pas bien, qui peut présenter des apnées du sommeil. C'est une pathologie du sommeil qu'on connaît bien chez les gens obèses. Et puis, quelqu'un qui dort mal, c'est aussi quelqu'un qui va changer son métabolisme hormonal et son comportement alimentaire. Et donc, c'est quelqu'un qui augmente le risque de prise de poids, car on sait que le manque de sommeil fait grossir. Peut-être même si les apnées du sommeil ne sont pas l'apanage que des gens qui sont en surpoids. On peut être mince et faire des apnées du sommeil. Tout à fait, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Disons que quand on est en surpoids, et plus particulièrement en obésité quand même, oui. Le risque d'avoir des apnées du sommeil est beaucoup plus élevé. Le mot du jour que j'ai appris en préparant l'émission, orexigène. Qu'est-ce que ça veut dire, orexigène ? Orexigène, ça signifie qu'il augmente l'appétit. Donc dans notre corps, nous avons des molécules qui sont sécrétées par le tissu adipeux et qui sont anorexigènes, c'est-à-dire qui calment l'appétit, et d'autres molécules qui sont orexigènes, c'est-à-dire qui donnent faim. Et quelqu'un qui a un comportement alimentaire bien régulé, c'est quelqu'un qui sécrète bien, aussi bien des molécules anorexigènes, comme la leptine, oui, que des molécules orexigènes, comme la gréline. Quand le corps fonctionne bien, les deux sont en équilibre et tout fonctionne bien. Nous ressentons la faim quand nous devons manger et nous ressentons le rassasiement quand nous n'avons plus faim et quand nous devons arrêter de manger. Voilà, c'est les deux, là, leptine et gréline, qu'il faut retenir aujourd'hui. Alors, le manque de sommeil est une cause souvent ignorée. Vous voyez, du coup, je m'étouffe de la prise de poids. Mais quel est son rôle ? Le manque de sommeil ? Oui, du manque de sommeil. En quoi le manque de sommeil peut faire grossir ? Oui. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, quand le cerveau manque de sommeil, il n'est pas en forme. Donc, il va sécréter des molécules, et en particulier des hormones du stress, dont la plus connue est le cortisol. Le cortisol, c'est comme le corticoïde. Tout le monde sait que quand on prend des corticoïdes, on risque de prendre du poids à haute dose. Eh bien, les gens qui sont en manque de sommeil sont un peu comme s'ils prenaient des corticoïdes le matin en se réveillant. Ils ont une sécrétion de cortisol beaucoup plus élevée. Et cette molécule, c'est une molécule de stress. Et c'est une molécule qui va favoriser la synthèse de graisse au niveau du ventre. Donc, le manque de sommeil va favoriser le développement de cette graisse abdominale. Et ce n'est pas le bourrelet. C'est la graisse profonde autour des viscères, celle qui rend malade, celle qui provoque le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, voyez ? Première chose. Deuxième chose, le manque de sommeil augmente la sécrétion de molécules qui donnent faim. Vous m'avez posé la question tout à l'heure concernant la leptine et la gréline. Eh bien, on s'est rendu compte que quand le cerveau était en manque de sommeil, il y avait une baisse de la sécrétion de leptine, anorexigène, et une augmentation de la sécrétion de gréline, orexigène. Autrement dit, les gens qui sont en manque de sommeil sont des gens qui ont faim davantage. Et ça se voit très bien, il y a des études qui ont été faites, qui ont montré que quand on privait quelqu'un de sommeil, on augmentait d'à peu près 20 à 25% son envie le lendemain de manger plus de féculents, de pain, de riz, de pâtes, de pommes de terre et de produits sucrés.
Autrement dit, quand on est fatigué parce qu'on manque de sommeil, eh bien on a envie de manger des plats plus caloriques, plus gras et plus sucrés le lendemain. Et enfin, troisième élément, quand on manque de sommeil, on est fatigué. Et quand on est fatigué, est-ce que vous croyez qu'on a envie d'aller franchir le seuil d'une salle de sport ? Ou est-ce que vous croyez qu'on a envie de monter sur son vélo pour faire 1 heure de trajet pour aller travailler ? Il faut bien le faire, mais on va le faire avec moins d'entrain. Autrement dit, on va baisser inconsciemment ses dépenses énergétiques parce qu'on est fatigué. Donc vous voyez, si je résume, manque de sommeil, c'est-à-dire moins de 6 à 7 heures de sommeil par nuit, égale sécrétion augmentée de cortisol, donc augmentation de la fabrication de graisse au niveau du ventre, envie de manger plus gras et plus sucré, et fatigue, donc baisse de l'activité physique. C'est la raison pour laquelle on prend très vite du poids quand on manque de sommeil. Bon, alors c'est pas bon de se coucher trop tard, mais c'est pas bon non plus de se lever trop tôt. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il a besoin de récupérer à un moment de la nuit bien précis. Ses heures de prédilection, c'est 22h, 22h30, jusqu'à à peu près 6 à 7 heures du matin. Nous sommes inconsciemment dirigés par une horloge biologique que nous avons en nous. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres diurnes. Nous ne sommes pas faits pour avoir une activité la nuit. La nuit, c'est fait pour dormir. Il y a des animaux nocturnes, nous sommes des êtres diurnes. Donc ce cerveau, à l'âge adulte, il a besoin de 7 à 8 heures pour se sentir bien et remettre le disque à 9. Parce qu'on le fait bosser notre cerveau pendant la journée. Donc il faut tout remettre à zéro et il faut ces 7 à 8 heures. Et pour avoir ces 7 à 8 heures, eh bien, il faut se coucher 2 heures avant minuit et puis ensuite se lever vers 6 heures, 7 heures du matin, ce qui correspond d'ailleurs aux horaires de travail que nous avons. Alors les gens qui vous écoutent et qui se disent mais moi je me réveille naturellement en pleine nuit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les micro-réveils. Il faut savoir que notre sommeil est ponctué de cycles d'1h30 et que chaque cycle d'1h30 vit sa vie, c'est-à-dire qu'il est composé de sommeil lent dans lequel on va s'enfoncer petit à petit en phase 1, 2, 3, 4. Quand on arrive en phase 4 de sommeil profond, de cette première phase de sommeil, on dort très très profondément. Et puis ensuite, sur les 20 à 30 dernières minutes du cycle d'1h30, c'est le sommeil paradoxal. C'est celui des rêves. Donc là, le corps est agité de soubresauts, les yeux partent dans tous les sens, et là, vous êtes parti dans votre délire, vous rêvez. Bon. Et ça, les cycles se succèdent. Début de nuit, beaucoup de sommeil lent profond, un petit peu de sommeil paradoxal. Et puis, fin de nuit, donc quand on est proche de se réveiller, peu de sommeil lent et beaucoup de sommeil paradoxal. Ce qui fait que quand vous respectez le temps d'endormissement avant minuit, vous profitez à fond de ce sommeil lent qui enrichit nos cycles, et c'est un sommeil réparateur de la fatigue physique. Et si vous respectez l'heure du réveil, vers 6 ou 7 heures du matin, vous profitez à fond de ce sommeil paradoxal, de ces rêves qui nous permettent de reconstituer la mémoire et les capacités de concentration et de vigilance. Donc les gens qui vont se réveiller en milieu de nuit, ce sont des gens qui, quand ils passent d'un cycle à l'autre, au lieu d'enchaîner de l'un à l'autre, en étant juste en semi-conscience et en replongeant, sont des gens qui ont une conscience tellement superficielle qu'un rien les réveille. Un petit bruit, la pluie qui tombe dans la gouttière, voyez, ou tout simplement une envie d'aller aux toilettes, ça suffit à les réveiller, ils y vont, mais le micro-réveil en soi n'est pas gênant si on s'endort tout de suite. Là où le micro-réveil devient ennuyeux, c'est quand on remet 1h30 pour attaquer le cycle suivant, voyez, et qu'on poirote dans son lit à se dire, bon, quand est-ce que je vais me rendormir ? Parce qu'on s'est réveillé pour de bon. Et donc, le fait de rater un train pour en prendre un autre et d'attendre entre les deux 1h30, ça va amputer votre sommeil d'au moins 1h30. Et donc, le lendemain, vous êtes fatigué. La question, c'est de savoir quel impact ça a sur les sécrétions d'hormones dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait, le cortisol et puis toutes les hormones qui régulent le comportement alimentaire. Mais pour en revenir à votre question sur ces micro-réveils, pour quelles raisons il y a des gens qui ont des micro-réveils, finalement ? Alors, il peut y avoir le stress. Les gens sont assez stressés en ce moment. On vit une situation un peu particulière. Les gens sont stressés par leur travail. Il y en a qui sont au chômage partiel. Il y en a qui ont peur de perdre leur emploi. Ça vous trotte dans la tête, ça. Et mine de rien,
ce petit truc inconscient qui vous trotte dans la tête la nuit, ça peut suffire à vous réveiller quand vous revenez entre deux cycles, voyez, et que votre sommeil est devenu superficiel. Donc voilà, donc il y a le stress, il y a aussi les maladies. Il y a des maladies qui énervent, l'hyperthyroïdie par exemple. La glande thyroïde, vous savez, c'est celle qui contrôle un peu nos humeurs. Quand on est en hypothyroïdie, on est plutôt raplapla. Quand on est en hyperthyroïdie, on est hyper excité et on dort mal parce qu'on a un sommeil très entrecoupé, vous voyez. Donc il y a les maladies, il y a les médicaments qui sont très stimulants, il y a les habitudes alimentaires aussi. Si on va au lit le soir en faisant un repas très copieux ou en ayant pris son café à 18-19 heures ou un thé bien concentré, eh ben, c'est sûr qu'on risque d'être réveillé par la caféine 2 ou 3 heures après. Vous voyez ? Bon. Et puis voilà, plein d'autres petites... Et en fait, il faut identifier la cause, et une fois qu'on a trouvé la cause, on la corrige. Alors, quel est l'impact de la qualité de notre sommeil sur notre métabolisme ? Est-ce que ça le modifie ? Ça le modifie durablement ? Et est-ce que ça modifie ensuite nos comportements alimentaires ? Oui, alors, les études montrent que les réactions du corps arrivent très rapidement. Il a suffi de 4 jours, quand on a soumis des volontaires à un manque de sommeil, à ce qu'ils prennent du poids. En 4 jours, ils ont pris 800 grammes pour avoir dormi seulement 5 heures chaque nuit, versus ceux qui dormaient 8 heures. 4 jours. Ça veut dire que le corps réagit très vite, et que très vite, d'ailleurs, honnêtement, qui n'a pas passé une nuit blanche pour des raisons X ? Bon, on se rend bien compte le lendemain qu'on mange beaucoup plus. Et si on se pèse le surlendemain, on voit déjà sur la balance qu'on a pris 200 ou 300 grammes. Donc ça va très vite. Maintenant, si on se remet à bien dormir, la machine humaine va se recorriger dans le bon sens aussi. Donc il ne faut pas croire que rien n'est jamais perdu. Si on a une période où on dort mal et qu'on prend du poids, il suffit simplement de prendre soin de son sommeil et de se remettre à bien dormir pour qu'on reperde ce poids. Parce qu'on va retrouver la pêche, parce qu'on va arrêter de fabriquer du cortisol et parce qu'on aura moins faim de produits sucrés. Donc ça va dans un sens, mais ça va dans l'autre. Ceci dit, je vais quand même mettre un bémol à ce que je dis pour les gens qui sont en travail, en horaire décalé. Les gens qui travaillent de nuit, les gens qui travaillent en 3-8. Alors, de nuit, ça encore. Au bout d'un certain temps, le corps, qui est une machine merveilleuse, finit par s'adapter. Bon, donc, il n'y aura pas trop de dégâts. Mais par contre, les gens qui sont en 3-8, qui un jour doivent travailler la nuit, un autre jour doivent travailler le jour en se levant tôt, un autre jour plutôt en fin de journée, les fameux 3-8, alors ça, c'est la catastrophe parce que le corps humain n'arrive pas à s'adapter. Ils sont en décalage horaire en permanence. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il ne trouve jamais son équilibre. Et il ne trouve pas le moyen, finalement, de corriger ça. Alors, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que fait notre cerveau le lendemain d'une nuit trop courte pour lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, nous sommes fatigués, nous n'avons pas envie de beaucoup bouger le lendemain, donc nous économisons des calories. Nous sommes beaucoup plus attirés par le gras, les féculents, donc nous mangeons beaucoup plus de tout ça que de légumes. Voilà. Nous avons envie de nous remplir de calories pour compenser cette fatigue. Parce que finalement, la fatigue que le corps humain ressent, on l'assimile presque inconsciemment à une hypoglycémie, vous voyez ? Quand les gens font une hypoglycémie, ils ont faim et ils sont fatigués. Voyez ? Eh bien, devant cette fatigue qui n'a rien à voir avec une vraie hypoglycémie, qui est liée simplement au manque de sommeil, inconsciemment, le corps nous dirige vers ce qui pourrait corriger une hypoglycémie. Et c'est la raison pour laquelle on va manger plus de pain, plus de plats en sauce et plus de produits sucrés. Et ça, c'est particulièrement fréquent en hiver. Vous savez, l'hiver. D'ailleurs, je voudrais revenir. Nous vivons 2 situations très difficiles. La situation sanitaire que nous vivons, et puis raison pour laquelle je porte ce masque, et également l'hiver, qui n'est jamais une bonne saison pour perdre du poids. Parce que physiologiquement, le corps sait qu'il va affronter le froid. Et donc, nos métabolismes fonctionnent beaucoup plus à l'économie. On stocke beaucoup plus facilement les calories en hiver qu'en été. Ça tombe bien parce qu'en été, on a envie de manger des légumes et de brûler des calories et de faire du sport. En hiver, on a plutôt envie de se coucouner, de moins bouger et de manger des bons petits plats qui nous font plaisir. Des plats mijotés, des plats en sauce, voyez, des potages, des soupes dans lesquelles on rajoute des choses. Bon, tout ceci fait que en hiver, il ne faut pas chercher à maigrir en hiver, en fait. En hiver, il faut surtout essayer de ne pas grossir. C'est ça l'objectif. Ouais, c'est déjà pas mal, déjà. Et dans cet objectif-là, il faut non seulement limiter la casse au niveau de ce qu'on va cuisiner,
Éviter les gâteaux, éviter les plats en sauce, maintenir les légumes, maintenir la tradition de la soupe le soir qui est excellente en hiver, maintenir aussi l'activité physique le plus possible. Quand il fait froid, là il pleut, mais quand il fait froid, on sort quand même, on marche, on brûle des calories tous les jours. Il faut maintenir cette activité, il faut sortir de chez soi. Et enfin, préserver son sommeil. Ça tombe bien parce qu'il fait nuit plus tôt. Donc pourquoi obliger notre cerveau à rester réveillé en se foutant devant la télé, en regardant ses ordis ou son smartphone? On force son cerveau à rester éveillé, alors que lui, depuis 22h30, il nous envoie des signaux pour dire « Eh oh, il est temps d'aller au lit !» Alors Laurence Plumet, vous nous avez dit tout à l'heure que le manque de sommeil, ça freine la production d'une hormone qui s'appelle... La leptine. Et donc qui augmente la sensation de faim. Oui. En gros, donc qu'est-ce qui se passe? On va prendre un exemple de quelqu'un qui dormirait 1 heure de moins tous les jours pendant une semaine, oui, mais qui mangerait exactement la même chose que d'habitude. Oui. Il prendrait du poids ou pas? Il a un risque néanmoins de prendre du poids à cause des 2 autres facteurs. On a vu qu'il y avait 3 facteurs. Il y a l'alimentation, l'activité physique et la sécrétion de cortisol. Même s'il arrive à manger comme d'habitude et qu'il n'ait pas augmenté sa consommation de féculents et de produits sucrés, malgré tout, il finira par être fatigué au bout d'un certain temps. Vous savez que l'heure qui manque toutes les nuits, vous savez, sur une semaine, ça fait 7 heures en moins. Ça fait une nuit blanche par semaine. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais moi, si je me tape une nuit blanche par semaine, je peux vous assurer qu'à la fin, je ne serai pas aussi performante comme je le suis d'habitude. Ouais. Donc, il y a de toute façon un déficit et il faut que les gens comprennent bien que toute heure de sommeil perdue ne se rattrape pas. Perdu, c'est perdu. Et quand on fait la grasse mat le week-end, on ne rattrape rien du tout. On ne fait que déséquilibrer encore plus son cerveau, puisque on va casser le rythme de réveil. On va se lever à midi le samedi ou à midi le dimanche, et le lendemain, le lundi, paf, il faut se lever à 7 heures du matin. Le cerveau ne comprend plus rien du tout. Donc que le week-end, pour rattraper un petit déficit de sommeil, on se lève à 9 heures au lieu de se lever à 7 heures, je comprends tout à fait. Mais surtout, ne pas faire de grasse matinée dans l'idée qu'on va rattraper son déficit de sommeil. Au contraire, on aggrave les problèmes. Par contre, la petite sieste de l'après-midi, ça c'est bien. Mais alors, pas une sieste d'1h30. Il ne s'agit pas de rattraper un cycle entier. Parce que si vous faites une sieste d'1h30 l'après-midi, le dimanche après-midi, de 15h à 16h30, je peux vous assurer qu'après, vous êtes cassé. Voilà, vous n'êtes pas en forme du tout et vous aurez beaucoup de mal à vous réendormir. Et alors, pourquoi on est cassé, justement? Parce que vous êtes rentré dans le sommeil profond. Vous voyez, vous avez fait les quatre phases, plus un petit peu de paradoxal, mais qui est très faible dans la journée. Donc, vous allez vous réveiller quasiment en sommeil profond. C'est-à-dire que vous avez été vraiment dans la profondeur du sommeil. Donc, vous revenez de très loin quand vous vous réveillez. Et donc, il va vous falloir un certain temps avant d'émerger. Et puis, surtout, vous êtes en train d'entamer ce qu'on appelle la pression du sommeil. Vous avez sans doute remarqué que vous ne dormez jamais aussi bien que quand vous êtes sorti dehors, quand vous avez fait du sport à l'extérieur, que vous êtes crevé et là vous vous écroulez dans votre lit et vous dormez très bien. Donc les gens qui font une grosse sieste l'après-midi, qui sortent peu, qui se montrent peu à l'extérieur, sont des gens qui n'auront pas mis de pression suffisante sur leur cerveau et qui auront du mal à trouver le sommeil. Se priver de dîner ou sauter le dîner, est-ce que ça serait la bonne solution? Non. Ça n'est pas une bonne solution du tout. Vous voyez, partant du principe que qui dort dîne. Oui, mais ça, c'est un peu ridicule. Ouais. On le dit moins maintenant. Ah oui, d'abord, je ne crois pas que ce soit très envisageable quand on a une famille ou quand on vit en couple. Socialement, c'est compliqué. Bon, bien sûr. Puisque c'est le repas du soir aujourd'hui, qui est le repas social où tout le monde se réunit. Ben, bien sûr. Donc le repas du soir, il est très important. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop important, parce que trop manger le soir, finalement, vous dormez mal aussi. Vous êtes en pleine phase de digestion et vous dormez mal. Donc il faut trouver le juste milieu entre ni trop ni trop peu. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous sautez le dîner? Si vous sautez le dîner, votre corps n'aura pas reçu d'énergie depuis quand? Depuis 16 heures ou au pire depuis le déjeuner? Mais vous allez faire des hypoglycémies. Et donc la nuit, vous allez très mal dormir parce que votre organisme va lutter contre cette hypoglycémie. Il va sécréter de l'adrénaline pour remonter le taux de sucre et ça va vous réveiller. Donc on ne dort pas bien quand on saute le dîner ou quand on prend un dîner trop copieux. Il faut le juste milieu. Donc un dîner, un plat, un laitage, un fruit, et puis ça suffit amplement. Et on évite l'alcool.
C'est un excitant. J'ai plein de questions à vous poser parce que sur le dîner, vous avez fait une précédente émission et ça a énormément réagi. Alors comment est-ce que vous intégrez le sommeil dans un protocole de perte de poids et d'amincissement ? Bien, il faut partir du principe que le cerveau d'un adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil. Donc, il faut savoir quelle est la... Alors moi j'ai envie de vous dire qu'il y a des gens qui vont vous dire non, moi je suis un petit dormeur, j'ai pas besoin de 6 ou 7 heures. Alors, en dehors des petits ou des grands dormeurs, qui ne représentent pas la majorité de la population, qui sont des gens qui se connaissent bien et qui savent quel est le critère du petit dormeur, c'est que quand il a dormi, admettons que 5 heures, quand il se réveille, il est en super forme. Voilà. C'est à ça qu'il sait qu'il est petit dormeur. Tout à fait. Mais ça représente une minorité de la population. Physiologiquement, la majorité des cerveaux ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil. Donc quand quelqu'un doit se lever à 7 heures du matin, pour des raisons professionnelles, il ne faudrait certainement pas qu'il se couche après minuit. Moi, je le vois bien dans mes consultations. Il y a 20 ans de ça, quand les gens disaient « je me couche tard », ils se couchaient à minuit. Maintenant, quand ils disent « je me couche tard », ils se couchent à 2 heures du matin. Et ça devient de plus en plus fréquent. Et vous savez ce qu'ils font pour se coucher à 2 heures du matin ? Ils se mettent dans leur canapé, ils regardent la télé et ils enchaînent les films. Alors très souvent, ils s'endorment d'ailleurs. Il y en a qui ne voient jamais la fin du film. Hein. Bon, et puis... non, d'ailleurs, qui systématiquement s'endorment après au milieu du film, donc c'est... Ah, c'est terrible ça. Bon, il y en a qui regardent leur ordi, et puis il y en a qui regardent leur smartphone. Il y a eu une étude comme ça qui a été faite sur les adolescents, qui sont particulièrement visés par ça. En dehors des gens qui sont un peu sous la pression du stress professionnel et qui bossent comme des fous. Mais parlons des adolescents, parce que ça, c'est une cible qui est extrêmement préoccupante. L'adolescent, il a besoin de sommeil encore plus que nous. Donc là, on n'est pas sur 7-8 heures, c'est plus. Ah mais bien sûr, c'est environ 9 heures, 9 heures minimum. Et quand une école convoque ses élèves à 8h30, ça veut dire que cet étudiant doit se lever à 7 heures et que pour avoir ces 9 heures, il faut qu'il soit au lit à 22 heures. Or, beaucoup d'adolescents se couchent après minuit. Et encore, je suis gentille. Souvent après 1h du matin. Les jeux vidéo, le smartphone. En moyenne, quand ils vont au lit, ils continuent d'avoir une activité sur leur smartphone. Et en moyenne, cette activité dure 1 heure. 1 heure. Vous vous rendez compte ? Quand ils sont au lit. Alors que quand on va au lit, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on s'endort tout de suite, on pense à rien, on fait le vide, on respire tranquillement, on est apaisé et tout va bien. Ou alors on prend un bouquin, un bon bouquin, comme Le Monde merveilleux du gras. Et là, vous faites des cauchemars parce que vous voyez des grosses cellules de gras autour de vous. Vous savez très bien que mon livre est drôle et ludique et apaisant. Et ludique, voilà. Et puis vous vous endormez tranquillement. Tandis que, on le sait bien, les écrans des smartphones émettent une lumière bleue hyper stimulante sur le cerveau. Et cette mélatonine, parce que nous n'avons encore pas parlé de cette mélatonine, qui est une molécule merveilleuse, qui existe d'ailleurs en pharmacie et qui est utilisée par des personnes qui souffrent d'insomnie et qui aimeraient bien prendre de la mélatonine pour s'endormir. Nous la sécrétons naturellement, cette mélatonine. C'est l'hormone du réveil, c'est ça ? Non, c'est l'hormone de l'endormissement. De l'endormissement. Oui, car quand nous nous endormons à l'heure dite, eh bien, le cerveau va sécréter de la mélatonine. Et quand elle arrive à son pic maximal, ne vous endormez pas, Philippe. Attendez, je redescends avec vous. À ce moment-là, hop, on s'endort. Voilà, c'est merveilleux. Bon, par contre, il suffit de regarder un écran, mais très rapidement, une fraction de seconde. 3 secondes suffisent, crac, c'est comme si on mettait le pied sur la mélatonine, hop, on la fait disparaître, et à ce moment-là, on est hyper réveillé, et on va mettre, en moyenne, au moins 1 heure à s'endormir après avoir regardé, ne serait-ce que quelques secondes, un écran de téléphone. Donc c'est vous dire que nos ados, ils ont un sacré problème, ou les adultes, qui regardent le téléphone dans leur lit pendant au moins une demi-heure. Je vous assure qu'ils vont mettre au moins 1h30 avant de s'endormir après. Ce qui peut se passer, c'est qu'au cours de la nuit, les gens qui se réveillent regardent l'heure sur leur téléphone. Ah oui. Donc hop, et c'est reparti. Il faudrait mieux regarder l'heure sur un réveil ordinaire que sur son smartphone. D'ailleurs, entre nous, le smartphone n'a rien à faire à côté d'un lit. Eh oui, on le laisse dans son bureau. La chambre, ça c'est une chose importante. La chambre, c'est une pièce qui doit être identifiée inconsciemment par notre cerveau comme la pièce ou le lit, l'endroit où on dort, où on fait autre chose éventuellement, mais c'est l'endroit où on dort. Vous voyez ? Ce qui fait que quand on va dans son lit inconsciemment, le cerveau se prépare à dormir. C'est pas l'endroit où on s'installe avec son ordi pour travailler.
c'est l'endroit où on dort. L'inconscient, vous savez, c'est nécessaire. Hein. Quels sont les meilleurs aliments qui favorisent l'endormissement, vous le savez? Il y en a? Alors, les aliments magiques, non, mais il y a des petites recettes quand même. D'abord, la camomille, la tisane. Il y a des tisanes qui favorisent l'endormissement. La camomille est bien connue pour ça. Hein. Le tilleul, la verveine, la camomille, les plantes ont des vertus endormissantes. Ça, c'est bien. Le lait chaud aussi. Alors, il faut aimer le lait, mais le lait chaud, le soir, ça favorise aussi l'endormissement via des molécules que le cerveau va fabriquer après la consommation de lait et qui sont des molécules plutôt apaisantes. Bon, au niveau des aliments en soi, je dirais qu'il faut manger un petit peu de féculents le soir, pas trop. C'est pas l'assiette de pâte bolognaise, mais malgré tout, avec les légumes, prévoir, comme je disais tout à l'heure, il faut manger léger, c'est-à-dire pas trop gras, pas trop calorique. Et donc l'idéal, c'est dans son assiette d'avoir un petit bout de viande ou un petit peu de poisson ou un peu d'œuf, vous voyez, et puis d'associer dans son assiette les légumes et les féculents. Bon, mais les féculents, c'est bien parce que ça favorise l'endormissement. Bon, par contre, manger trop de protéines, l'excès de protéines est plutôt stimulant, comme le sucre aussi, c'est plutôt stimulant. Alors j'ai une question, de Joséphine, qui est sportive de haut niveau, et elle dit, elle vous a écouté, elle dit, on limite le gras et le sucre le soir qui se transforment en graisse car on ne dépense pas la nuit. Et elle dit, en tant que sportive de haut niveau, je ne pensais pas que ces mythes étaient encore d'actualité. On va aller sévère. Elle est sévère. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Joséphine? Alors, Joséphine... Je sais pas, je lui parle comme si elle était en face de moi. Joséphine, ce n'est pas un mythe. Disons que c'est adapté à la physiologie du corps humain. Il est un fait que quand nous dormons, nous ne brûlons plus de calories. En journée, nous dépensons entre au moins 150 calories de l'heure, voire plus pour les grands sportifs. Mais la nuit, nous brûlons moins de 90 calories. Donc, si nous dormons 7 heures, voilà, eh bien, ça fait entre 500 et 600 calories. Et c'est le montant de calories que devrait avoir un dîner. Ni trop, ni trop peu. Donc, il faut un dîner suffisant, qui ne soit ni trop gras, ni trop sucré, car il est un fait que quand nous mangeons beaucoup de gras et beaucoup de sucre, ceci est digéré, absorbé, transformé en glucose qui passe dans la circulation sanguine. Et le glucose, qu'est-ce qu'il fait quand il est dans le sang? Il dit, bon, alors, c'est quoi le programme maintenant? Alors, soit vous faites du sport et ce glucose, il est capté par les muscles, waouh, et ça donne une super activité sportive et ce glucose se transforme en énergie mécanique. Soit ce glucose, il n'y a personne. Ah, la patronne dort. Et ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Les cellules adipeuses disent, tiens, viens par là. Le glucose rentre et il sert à fabriquer ce que savent faire les cellules adipeuses, c'est-à-dire du gras. Voilà. Donc, vous maintenez, Joséphine. Maxime, alors lui aussi, il revient sur ce que vous disiez, notamment quand vous dites que quand on maigrit vite, on perd d'abord du muscle. Et lui dit que c'est faux. Alors, non, c'est pas faux du tout. Là aussi, c'est inspiré de la physiologie humaine. Quand il y a un déficit calorique important, le corps appelle les cellules à la rescousse. Eh oh les gars, il nous faut 2000 calories, tout d'un coup on n'en a plus que 1000, donc il y a un déficit de 1000 calories. Et alors, les cellules adipeuses, elles mettent du temps avant de fournir leur gras pour combler ce déficit calorique. Et ce sont les muscles les premiers qui vont fournir des protéines qui elles-mêmes vont se dégrader et fournir les calories dont le corps manque. C'est la raison pour laquelle, si on veut bien maigrir, il ne faut jamais faire de régime sévère parce que on perd d'abord du muscle et ensuite on perd du gras. Alors que si on fait un régime qui est plus un programme d'éducation alimentaire, d'équilibre alimentaire, on perd plus lentement, mais là on perd du gras parce que le gras il réagit beaucoup plus lentement que le muscle. Et d'ailleurs, je voudrais dire à cette personne que le sommeil, à Maxime, je voudrais aussi lui dire qu'il y a des études qui ont été faites chez des gens qui étaient en manque de sommeil. Et on s'est rendu compte que quand ces gens étaient en manque de sommeil et qu'ils suivaient un régime hypocalorique, en fait, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe qui dormait bien et le groupe qui dormait pas bien, moins de 5 heures par nuit. Et ceci pendant deux semaines. Pendant ces 14 jours, ils ont eu un régime assez sévère. Le groupe qui dormait bien a perdu 3 kilos, dont 2,5 kg de graisse et seulement 500 grammes de muscles. Le groupe qui ne dormait pas bien du tout, moins de 5 heures par nuit, ce groupe-là a perdu 3 kilos aussi, mais figurez-vous que dans ces 3 kilos, il y avait 2,5 kg de muscles qui ont été perdus et seulement 500 grammes de graisse. Et ça
c'était la faute du manque de sommeil. Maxime, c'est la réponse de Laurence Plumet à votre question. Jackie, pour le point G, je sais où c'est. Mais pour la lipolyse, il est où le bouton ? Alors, le bouton, en fait, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un seul, parce que s'il y en avait qu'un, ce serait trop facile. Et il n'y aurait pas de gens obèses sur Terre. Donc, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a au niveau du cerveau, au niveau des comportements alimentaires. Il y a des gens qui mangent équilibré, il y a des gens qui mangent trop gras, trop sucré. Alors ça, le comportement alimentaire, vaste sujet. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus. On fera une émission spéciale sur le comportement alimentaire, très bien. Il y a à la fois du conscient, il y a de l'inconscient, il y a du rôle hormonal, il y a du rôle des médicaments, il y a du rôle des pathologies, enfin bon, bref. Bon, ça, c'est la partie comportement alimentaire. Et puis, il y a la partie activité physique. Si vous voulez faire fondre votre gras, il faut nécessairement bouger. Vous savez, moi, quand je donne des conseils aux gens, il ne suffit pas simplement qu'ils mangent mieux, il faut qu'ils se dépensent plus aussi. Parce que ceux qui restent sédentaires dans leur canapé et qui se tapent des légumes à gogo, au bout d'un moment, ils en auront vite marre, ils auront peut-être perdu 1 kilo et on s'arrête là. Alors que ceux qui font ça et qui, en plus, bougent, vont retrouver du plaisir à bouger. Au début, ce sera un peu difficile parce qu'on sera dans la période de changement de comportement. Et puis après, ça va devenir un vrai bonheur, une habitude. Plus le sommeil. Vous voyez, il faut les 3. C'est pour ça que j'insiste. Bonne alimentation, bien bouger et bien dormir, ça, ce sont les 3 boutons sur lesquels il faut appuyer pour faire fondre la mauvaise graisse que l'on a dans notre ventre. Jamila souhaite que vous reveniez sur le phénomène de pondérostat dont vous avez parlé la dernière fois. Qu'est-ce que c'est ? C'est le thermostat du poids ? Tout à fait. En fait, alors le pondérostat, on sait qu'il y en a un, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très mystérieux, qui existe probablement dans notre cerveau et qui fait que c'est lui qui va diriger nos comportements pour que nous soyons toujours au même poids. Vous remarquez que vous êtes stable à un certain poids. Si vous mangez beaucoup, à un moment donné, vous allez manger moins pour revenir à ce poids. Si vous perdez du poids parce que vous êtes malade ou que vous avez attrapé une gastro, vous allez perdre 1 ou 2 kilos et puis inconsciemment, vous allez remanger un peu plus pour de nouveau revenir à ce poids. Donc nous avons une espèce d'équilibre qui parfois peut être déréglé chez des gens qui vont prendre du poids progressivement, qui ne reviendront jamais pour maintenir cet équilibre. Donc ce pondérostat, il existe. C'est lui qui inconsciemment va diriger nos comportements alimentaires pour nous maintenir un certain équilibre. Mais il faut bien reconnaître qu'à certaines périodes de notre vie, ce pondérostat, parfois, il est déséquilibré. On ne sait pas très bien pourquoi. Est-ce qu'il y a des modifications de fonctionnement au niveau du cerveau ? Est-ce qu'il y a eu des événements dans la vie qui ont entraîné des chocs ? Vous savez, il y a des chocs émotionnels qui arrivent dans la vie des hommes et des femmes et qui font que tout d'un coup, ils se mettent à manger beaucoup et à prendre énormément de poids. Il est probable que dans ce cas-là, le pondérostat ait été déséquilibré. Mais il existe. Naïma vous demande, Laurence Plumet, quels sont les médicaments qui font grossir et justement, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de grossir ? Alors, il y a 3 catégories de médicaments qui font grossir. D'abord, les antidépresseurs. Ils sont bien connus pour ça. Alors, pas tous. Certains antidépresseurs font grossir. Et si on est suivi pour des problèmes d'anxiété ou de dépression par son psychiatre, et qu'on a tendance, et qu'on remarque que depuis qu'on les prend, on prend du poids, il faut absolument le signaler à son médecin, de façon à ce qu'il essaie de trouver la molécule qui à la fois nous fait du bien sur le plan de l'humeur, mais en même temps évite la prise de poids. Moi, j'ai connu des gens qui ont pris 20 kilos en 6 mois parce qu'ils prenaient un antidépresseur. Mais pourquoi ? Parce qu'ils mangent plus ou c'est le médicament qui les fait grossir ? Expliquez-nous. Plusieurs choses. D'abord, ça agit sur les métabolismes. Effectivement, le médicament, vous savez, notre corps, ça n'est que de la biochimie. Donc, quand vous mangez une molécule qui agit aussi au niveau du cerveau, elle agit dans plein d'autres domaines. Donc, effectivement, ça baisse le métabolisme de base, c'est-à-dire qu'on dépense moins de calories inconsciemment. Donc, on est plus en mode économie d'énergie. Et deuxièmement, ça change les comportements. Les gens qui vous disent qu'ils sont sous antidépresseurs vous diront depuis que je prends ce traitement, je suis vraiment attirée par le sucré. Ouais. Et autre chose, pardon, excusez-moi, mais les gens qui sont souvent dépressifs sont des gens qui bougent de moins en moins. Vous voyez ? Donc quand vous enfoncez dans la dépression, souvent vous baissez aussi les calories, les dépenses énergétiques. D'autres classes de médicaments qui font grossir ? Alors les corticoïdes. Qui sont réputés pour ça, Les corticoïdes, qui sont des médicaments à visée anti-inflammatoire. Il y a des maladies qui nécessitent de la prise de corticoïdes à dose importante. Je ne parle pas des petits sprays de corticoïdes dans le nez parce qu'on a une petite rhinite saisonnière. Je parle vraiment du comprimé de corticoïdes qu'on prend tous les jours à dose forte parce qu'on a une maladie inflammatoire. Vous voyez, une polyarthrite rhumatoïde, une maladie de Crohn, ou alors de l'asthme. J'ai connu une de mes patientes, c'était vraiment une histoire assez impressionnante. C'est une jeune fille qui était en situation d'asthme sévère. Eh bien, elle a eu des corticoïdes à haute dose pendant 6 mois. Elle a pris 20 kilos. Voilà.
Et je peux vous assurer que les kilos qui sont pris sous corticoïdes sont très durs à faire repartir après. Hein. Ils s'accrochent bien, ces kilos. Et enfin, troisième type de médicaments, si j'ose dire, ce sont les hormones sexuelles. Les femmes, par exemple, qui ont des troubles de la fertilité, c'est là qu'elles sont souvent dans un cercle vicieux. Et bien souvent, quand elles sont dans un programme de FIV, eh bien, elles reçoivent des hormones sexuelles et là, elles prennent beaucoup de poids. Alors Laurence, il nous reste quelques minutes, on va parler de votre nouveau métier, napsothérapeute. Et puis on va d'abord, il y a une question de Sylvie là qui vous demande votre avis et elle veut savoir ce que vous pensez du jeûne hydrique de 1 à 5 jours. Alors non, mais honnêtement, il faut comprendre que le corps humain est une merveilleuse machine qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc quand on pratique le jeûne, plus d'un jour, si on veut un jour, ça m'est égal. Mais quand on pratique le jeûne, il faut savoir qu'on ferme les vannes. Il n'y a plus rien qui arrive au corps. Donc avec quoi vont fonctionner les cellules ? Elles vont demander les réserves, elles vont réquisitionner les réserves. Donc déjà, vous puisez dans vos réserves, ce qui n'est pas une chose normale. Et d'autre part, au niveau du carburant, s'il n'y a plus de glucose qui arrive, on va chercher dans le diesel, à défaut d'avoir de l'essence. Donc on va fabriquer des corps cétoniques. Bon bref, c'est une situation totalement anormale à laquelle il ne faut surtout pas céder au nom de la détox et compagnie. Non, le corps est une machine merveilleuse, très complexe, et il faut lui fournir tout le temps ce dont il a besoin. Alors, vous créez un nouveau métier, napsothérapeute, et en plus vous lancez une formation à partir du 1er novembre, première promotion. Oui, ce sera la première promo. C'est le 3 en 1, qu'est-ce qui fait le napsothérapeute ? Alors, le napsothérapeute, ce sera un expert en prévention polyvalente dans les 3 domaines que sont la nutrition, c'est le N de napso, l'activité physique, AP, et saut de sommeil. Car pour la première fois, quelqu'un sera capable de prendre en charge une personne au titre de la prévention dans ces 3 domaines. Car actuellement, tout ceci est cloisonné. Vous avez le diététicien nutritionniste ou le médecin nutritionniste qui s'occupe des problèmes de nutrition, vous avez le coach sportif qui s'occupe du sport et de l'activité physique, et vous avez le médecin du sommeil qui s'occupe du sommeil. Mais personne ne s'occupe des 3. Or, nous venons de voir longuement que les 3 sont liés pour la santé. Donc le napsothérapeute va recevoir une formation très solide, très riche d'informations médicales et scientifiques, qui fera de lui non pas un médecin, ne nous trompons pas. D'accord. On n'est pas là pour soigner des gens malades, on est là pour éviter que les gens ne deviennent malades en auditant leur comportement, en identifiant les erreurs et en les corrigeant. On est donc dans la prévention. Est-ce qu'on peut suivre la formation si on n'a pas au préalable de formation médicale ? Tout à fait, ça peut être suivi car c'est une formation, comme toutes mes formations, une formation très claire, très simple, très accessible. Il suffit de travailler parce qu'il y a quand même 500 heures de formation. Hein. Ça dure entre 7 et 9 mois. Voilà, mais il faut du temps pour finalement acquérir toutes ces notions-là. Je rappelle qu'il y a quand même 3 domaines dans lesquels il faut se spécialiser et que grâce à cette formation, on maîtrise bien la capacité à comprendre, donc d'abord à écouter, ensuite à auditer avec des questionnaires scientifiques qui sont validés, à identifier les erreurs de comportement et à savoir donner à chacun les bons conseils, comme je l'ai fait à votre émission. Voilà, Docteur Laurence Plumet sur Beurre FM. Vous réécoutez l'émission en podcast, vous la regardez sur la chaîne YouTube, puisqu'elle est filmée. Vous reconnaîtrez Laurence Plumet, elle a son masque. Et puis vous pouvez lire Le monde merveilleux du gras aux éditions Erol. Quel plaisir de vous avoir, Doc. Non, mais c'est réciproque. Vous devriez être remboursé par la Sécu. Je le pense. À très vite sur Beurre FM.